Qu'est-ce qui justifie le fait que dans ce Cameroun des années 1940 à 1960, aussi bien dans le Cameroun, disons français, que le Cameroun britannique, il y a eu des acteurs ayant un certain enthousiasme politique, un enthousiasme mobilisationnel, alors que le Cameroun d'aujourd'hui paraît être marqué par une forte passivité et apathie politique. C'est deux périodes complètement différentes au niveau historique. Vous avez une période où une société est politiquement contrôlée par une autre qui lui refuse le statut de l'autodétermination et de la souveraineté. Vous avez aujourd'hui une société qui, sur le plan légal et formel, a la souveraineté, quelles que soient les limites à manifester cette souveraineté. Nous sommes déjà dans deux logiques différentes. Ensuite, dans le cadre du Cameroun de ces années 40 à 60, la cause qui va susciter l'enthousiasme mobilisateur est une cause largement partagée, pas universellement partagée et unanimement partagée, mais elle est largement partagée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le mouvement national camerounais a eu un ancrage quasi universel. Mais il y a eu des zones de résistance. L'UPC, l'Union des populations du Cameroun, n'a jamais été un parti clientéliste avec une orientation ethnopolitique. Pourtant, dans son déploiement concret, il y a des zones où l'UPC n'est pas rentré de manière décisive. Par exemple, les régions septentrionales du Cameroun, même s'il y a toujours eu dans ces régions des acteurs liés à l'UPC. Évoquons simplement Maoundé, le père de Madame Aman Adama, qui était un militant de ce mouvement national. Alors qu'aujourd'hui les données sont différentes, c'était relativement commode de combattre le système colonial parce qu'il semblait porté par des acteurs qui étaient étrangers à ceux qui se considéraient comme des acteurs indigènes, comme on disait dans le langage colonial. C'est beaucoup plus difficile maintenant parce que le combat politique est censé se dérouler entre nationaux camerounais. Il y a également l'évolution même, l'évolution idéologique du monde, qui n'est plus nécessairement portée à l'enthousiasme derrière les grandes causes idéologiques. Hein, c'est un monde du désenchantement total, hein, du repli nombriliste et égocentrique sur l'individualité et sur l'individualisme déréglé. Et cela n'est pas valable que pour les sociétés africaines, c'est valable alors que les systèmes sociaux, politiques et économiques sont différents. C'est valable presque partout. Il y a cette passivité qui est assez importante. Mais on voit déjà poindre quand même de nouvelles sources de remobilisation. Des gens qui contestent les règles des systèmes établis. Vous voyez par exemple ce qui se passe et qui est arrivé jusqu'au niveau politico-institutionnel en Grèce, où il y a des gens qui contestent l'orthodoxie libérale en disant qu'ils ne vont pas suivre les règles du jeu et qui ont pu l'exprimer d'abord dans l'action collective citoyenne et qui l'ont matérialisé au niveau politique. Donc dans le cas du Cameroun, il y a également les effets de déception et de désaffection qui sont liés à la période dite de la démocratisation. La manière dont les choses se sont passées entre 1989 et à peu près 1993 est largement responsable de la passivité que vous voyez.
je pourrais y revenir plus loin parce que ça entraînerait de larges développements. En fait, s'il faut l'exprimer de manière expéditive, un peu simplificatrice, les Camerounais se sont engagés de manière enthousiaste dans ce qu'on a appelé la transition démocratique. Les fameuses années de braise où beaucoup d'entre vous n'étaient pas nés, donc ils ne savent pas de quoi il s'agit. Ça a été un combat politique et social très dur, où le régime a vacillé, mais a tenu. Et il a tenu, à mon avis, en raison des erreurs idéologiques de ceux qui animaient la grande coalition d'opposition, qui n'ont pas su faire une analyse appropriée de la situation. Parce que ce n'est pas parce que la politique est de l'ordre de la pratique et du concret que la politique ne suppose pas d'exercer l'intelligence théorique, je dirais même théoricienne. Un grand politicien, c'est également celui qui a l'intelligence politique et sait théoriser les situations, les comprendre et ensuite définir les outils concrets pour répondre aux situations. Et en l'occurrence, ces groupes qui avaient pourtant un capital important ont très mal joué avec la question des nationalités, de ce que nous appelons simplement la question des tribus et des régions et des confessions. Et ils ont donné l'occasion au régime qui avait une expérience, une longue expérience de gestion et de manipulation des identités ethno-régionales de reprendre l'avantage, alors que ce régime avait été profondément déstabilisé.